Bechavod, je suis très content de vous parler du sujet de la tsniout parce que je pense que c'est un sujet qui est très important. Vous avez vu la semaine dernière combien la tsniout, ça ne se résume pas simplement à ce qu'on pensait, à une simple tenue vestimentaire, à un certain nombre de deniers, mais ça va bien au-delà. Alors on va, Bezrat Hashem, faire un petit résumé de ce qu'on a dit la semaine dernière pour celles qui n'étaient pas là. Et pour se rappeler aussi, pour celles qui étaient là, petit résumé, ça fait jamais de mal. Et ensuite, on va essayer de continuer Bezrat Hashem. La semaine dernière, on avait dit que la tsniout, le terme tsniout, il signifie ne pas se montrer, il signifie même se cacher. Et on avait expliqué que la tsniout, c'était une dimension, une qualité qu'il fallait essayer d'avoir. On avait dit que cette qualité, tout d'abord, il fallait s'en servir quand on vient accomplir des mitzvot. Tu es en train de jeûner, tu as fait de la tzedaka, tu as fait un super chesed aujourd'hui, c'est pas la peine d'étaler à tout le monde, de raconter à tout le monde combien tu es la plus grande et la plus forte et la plus machin. C'est pas la peine. Tu as fait ton acte, c'est de toi vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, comment il disait le verset, Ve'atznea lechet aim Hashem Elokecha, soit tsniout vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, ça te concerne que toi et Akadosh Baruch Hu. Ensuite, on avait rapporté un midrash qui disait que quand les Bénis Israël étaient dans le désert, eh ben, les portes des uns n'étaient pas ouvertes devant les portes des autres. C'était pas comme à Bnei Brak. À Bnei Brak, quand tu veux savoir si les 6 heures elles sont passées pour prendre ton café au lait, tu appelles la voisine et tu lui dis c'est passé les 6 heures? Non, il te reste encore 10 minutes. C'est un peu comme ça que ça marche là-bas. Et puis si tu oses prendre du lait avant, elle te tape à la porte, oh, t'es une rilonite, qu'est-ce qui t'arrive? Bref. C'était pas comme ça. Moi, je regardais pas ce qui se passait chez toi. Toi, tu regardais pas ce qui se passait chez moi. Et on avait expliqué que c'était très important de pas susciter la jalousie de l'autre. Parce que quand j'en vois sur les réseaux sociaux que moi j'ai passé des super vacances, alors que l'autre, le pauvre, ses vacances, sa femme, elle lui a demandé, tu veux passer où les vacances? Son mari lui a dit, bah, j'aimerais bien aller à un endroit où j'ai encore jamais été. Elle lui dit, parfait, on passera les vacances à la cuisine. Et ils ont passé leurs vacances à la cuisine, toi tu leur montres les super vacances que tu as passées, à l'hôtel, partout, etc. À quoi ça sert? Ça sert strictement à rien. Donc on avait expliqué la semaine dernière qu'il ne fallait pas essayer, même de façon inconsciente, qu'il ne faut pas faire du mal aux autres et que ce genre de choses, ça peut faire du mal à l'autre. Au passage, je me suis aperçu, c'est un petit jeu de mots très sympathique, que mistakel, regarder, c'est les mêmes lettres que metouskal. C'est quoi quelqu'un de metouskal? Frustré. Quand est-ce que tu es frustré? Quand tu regardes sans arrêt ce qui se passe chez l'autre, tu risques d'en venir à être frustré. C'est mon petit jeu de mots à moi, ne faites pas de Salut Torah. D'accord? C'était juste je me suis aperçu de ça, quoi. Je sais pas si, enfin, si ça veut dire grand chose, mais en tout cas, c'est ce que Chachamim nous ont dit. Donc on a expliqué que le but de la tsniout, l'état d'esprit de la tsniout, c'est d'être discret, de ne pas trop étaler, de ne pas trop raconter, et d'essayer d'être Bezrat Hashem le plus discret possible. Je pense donc qu'il faut qu'on apprenne un petit peu de la vache. Vous savez que les vaches, elles ne parlent pas. Pourquoi? Parce que devant la ferme, il y a une très grande pancarte sur laquelle il y a écrit « La ferme ». Pour celles qui ne comprennent pas le verlan, la ferme, c'est le verlan de ferme-là. Il faut qu'on soit capable de se la fermer. On n'a pas toujours besoin de parler, toujours besoin de montrer, toujours besoin de se vanter. Se taire et ne pas s'afficher, c'est une très grande chorma. Ça, c'est ce qu'on avait essayé d'expliquer la semaine dernière. Maintenant, on va essayer, Bezrat Hashem, tout de suite, d'étendre un petit peu ça. On va essayer de prouver que la tsniout, c'est une vertu innée chez la femme. On a dit que l'homme aussi doit travailler sur sa tsniout. Mais la femme, chez elle, c'est inné. On va essayer de le prouver, Bezrat Hashem. Et on va essayer de se poser la question, pourquoi alors il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne sont pas tsniout? Pourquoi les gens passent leur temps à se vanter, à montrer ce qu'ils ont fait, à raconter leur vie, à faire tout type de choses? Pourquoi? Comment ça se fait? Comment les gens ils sont devenus tellement tordus? Pourquoi les gens ils font cette chose-là? On va essayer de comprendre et on va en arriver, Bezrat Hashem, aussi, entre autres, à la tenue vestimentaire des hommes et des femmes. On va arriver à toutes ces choses-là. Alors venez, on essaye tout de suite de comprendre un point très important. On sait que l'être humain, son oxygène, l'une des choses principales dans sa vie, c'est d'être honoré.
Tout être humain a besoin d'être honoré, a besoin d'être reconnu. C'est humain. C'est pas lui, il est fou de cabote. Je parle pas d'être fou de cabote, je parle de vouloir être honoré. Chaque être humain a envie d'être honoré, aime être honoré. Quand tu réfléchis à quel endroit tu vas aller, quand tu vas à un mariage, tu réfléchis à quelle table tu vas t'asseoir. Toujours tu te demandes où est-ce qu'il y a des gens qui m'aiment bien, des gens qui savent m'apprécier. C'est important d'être honoré. Et donc, l'être humain, il a besoin d'être honoré. Bon, comment on fait pour être honoré? Il y a des gens qui ont un monde intérieur, qui sont capables de créer un lien avec eux-mêmes, qui sont capables d'être fiers d'eux-mêmes et qui n'ont pas besoin d'avoir l'aval des autres, la confirmation des autres, l'approbation des autres. Ils savent qu'ils sont bien, ils savent qu'ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent comme ils peuvent et ils ont un monde intérieur, ils sont amis avec eux-mêmes. Il y a des gens qui sont comme ça. Les gens qui sont comme ça, eh ben, ils sont très bien avec eux-mêmes. Quand ils ont fait des bêtises, ils ont un certain malaise. Quand ils ont fait des bonnes choses, ils sont bien. Ils comprennent que leur bonheur, il ne dépend pas du tout des autres. Ils comprennent que leur malheur aussi, il n'est pas censé être dépendant des autres. Ils ont un lien très très fort à Akadosh Baruch Hu. Et ces gens-là, en général, ils n'ont pas besoin de commencer à étaler tous leurs exploits. Ils n'ont pas besoin de te prouver combien ils sont heureux. Ça leur suffit d'être heureux. Ils sont heureux et ils n'ont pas besoin. La sagesse, c'est d'être, pas de paraître. Quand tu es bien dans ce que tu fais, eh ben, tu es content avec ce que tu as et tu ne vas pas chercher à étaler ce que tu as. Par contre, il y a... Maintenant, s'il y a des gens qui font beaucoup de bruit, on dit en général, c'est une expression même en français, on dit que quand tu as une cruche qui est vide, plus elle est vide, plus elle fait du bruit. Quand quelqu'un il est vide intérieurement, il n'a rien à l'intérieur, rien, et bien qu'est-ce qu'il veut? Comment il va essayer de se prouver qu'il est heureux? Comment il va essayer de se prouver qu'il vit? Comment il va exister? S'il n'existe pas dans son monde intérieur, c'est quand il est tout seul, il pense qu'il est nul, il pense qu'il vaut rien. Il ne connaît pas ses qualités, il ne connaît pas ses défauts, il ne connaît rien de sa vie. Comment il va faire pour essayer de jauger la qualité de sa vie? Et bien là, il va avoir besoin de l'approbation des gens. Quand les gens ils vont dire « Waouh, les vacances que tu as passées! Waouh, la belle voiture que tu as! Waouh, je t'envie! Ah, tu as une super vie! C'est très très bien la vie que tu as! » Etc. Et bien la personne elle se dit « Bon, ben voilà, tu vois, regarde, eux ils voient que moi j'existe, donc visiblement, c'est peut-être que j'existe. » Et ces personnes-là, leur seul moyen d'exister, c'est que les autres parlent. Une fois, il y a une dame qui m'a dit « Moi, on a beaucoup écrit sur moi. » Je lui ai dit « Quoi, vous êtes une célébrité ?» Elle me dit « Non, je suis tatouée. » Je vous laisse 20 secondes pour comprendre la blague et 10 secondes pour rire. Vous avez compris, c'est quoi? Tatouée, on a beaucoup écrit sur elle. Ah. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que quand tu es vide, tu as besoin d'obtenir l'accord des autres pour avoir le droit à exister. Parce que si les autres ne sont pas là pour te dire que ta vie c'est une bonne vie, tu as l'impression que tu n'existes pas. Tu as besoin que les gens ils fassent attention à toi, parce que sinon tu penses que tu n'as pas de vie. Ça, c'est un point qui est très 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 important. Maintenant, regardez jusqu'où ça mène. Ce besoin de remplir sa vie par des choses extérieures. Regardez la mode par exemple. La mode. La mode c'est quelque chose dont on aime bien parler, parce que la mode, il n'y a rien de plus idiot que ça. Toutes les femmes de 2023 ont décidé de s'habiller de telle façon, d'une telle couleur. Bon, toi, t'aimes pas cette couleur. Elles ont toutes décidé de s'habiller en rose. Et toi, t'aimes pas le rose. C'est normal, t'es marseillaise. T'aimes que le rose. T'aimes pas le rose. Mais tu vas quand même t'habiller en rose. Parce que tout le monde s'habille en rose. Maintenant, et qu'est-ce qu'il y a si tout le monde s'habille en rose? Ben, d'une part, il faut que je fasse comme les autres. Il faut que les autres, quand ils me voient, ils puissent me dire « t'es belle ». Qu'ils puissent penser dans leur esprit que je suis belle. Il faut aussi que j'appartienne à une certaine communauté. Parce que l'esprit, l'état d'esprit qu'il y a dans ces choses-là, c'est qu'il faut que tu appartiennes à une certaine communauté. C'est-à-dire que dans la mesure où tu fais un peu comme les autres, eh ben, tu vois, quand tu vois Préau dans la rue, il y a un petit quelque chose comme ça. On appartient à une même communauté de gens qui acceptent de s'habiller comme ça, ou de gens qui sont sur le même réseau social, ou de gens qui envoient eux aussi leurs photos. Il y a tout un esprit comme ça de communauté qui se crée, dans lequel tu as besoin de savoir ce que l'autre il en pense. Mais ça, c'est complètement idiot. Je sais que la Torah, elle demande à tout juif et à toute juive, dès qu'elle ouvre les yeux le matin, de penser à la mode. Et elle dit d'ailleurs, Moda Ani, je suis à la mode. Mais c'est pas ça le seul sens qui existe dans le mot Moda Ani.
Et il faut savoir que c'est idiot, c'est idiot. Mais c'est comme ça, parce que si je suis vide, mais par contre quand quelqu'un il est rempli, il est bien, il se regarde dans le miroir, il trouve qu'il est bien, qu'il est beau gosse, qu'il est bien. Lui, il n'a pas besoin de s'habiller en rose, parce que tout le monde a décidé qu'il fallait s'habiller en rose. Lui, il se trouve qu'il est bien en vert kaki. Et bien il s'habille en vert kaki, qu'est-ce qu'il y a? Il aime bien, il aime bien. Donc, comment ça s'appelle? L'effet de mode et l'effet de vouloir sans arrêt avoir l'acceptation de l'autre et d'avoir l'accord de l'autre, comme quoi c'est bon, ça va, ce que j'ai fait c'est bien, c'est bécédaire, d'avoir des likes, super, ce que tu as fait c'est bien, ce que tu as dit ça vaut le coup, tu as fait une blague, elle était marrante, bravo, razak, machin. Tout ça c'est quoi? Tout ça c'est un besoin d'exister. Et moi, j'existe pas, parce que si j'ai fait une blague et que j'étais le seul à rigoler, eh ben ça vaut pas le coup. Parce que si j'ai préparé à manger et que personne n'était là pour me dire bravo, ça vaut pas le coup. Ma vie, à moi, elle vaut rien. Elle ne vaut que si quelqu'un veut bien me remplir. Donc là, j'essaye de faire ce que les autres disent. Attention, ce que je vous dis maintenant, c'est pas que moi qui le dis, c'est pas que les chachamim qui le disent. Aujourd'hui, les plus grands psychologues, ils le disent. Maintenant, je vous dis la vérité, pour celles qui me connaissent bien, la vérité, moi, ce qu'ils disent les psychologues, ça me fait une belle jambe. C'est vrai que je suis pas en Bermuda, donc vous ne pouvez pas voir ma jambe. Non, il faisait trop froid dehors. Et en plus, un raf qui parle de tsnéout en Bermuda, ça fait un peu bizarre. Mais les gens, ils aiment bien. Les gens, ils aiment bien tout ce que tu dis. Psy, d'un coup, les gens, ils écoutent. C'est très important. La prochaine fois, n'amenez pas du coca. Amenez du Pepsi. D'accord? Les gens, ils aiment bien le psy. Psy. Eh bien, il faut savoir que les psychologues, ils se sont posé la question. Ils se sont demandé, c'est quoi cette folie? Pourquoi aujourd'hui les gens, ils ont besoin de raconter tout ce qu'ils font, toutes leurs promenades, toutes les choses? Pourquoi les gens ils font ça? Ils se sont posé la question. Et les psys, ils sont arrivés, beaucoup d'entre eux en tous les cas, à cette conclusion-là. Que quand les personnes, elles sont vides intérieurement, elles essayent de se remplir de choses extérieures. Par contre, 10 secondes s'il vous plaît, par contre, quand les gens, elles sont remplies intérieurement, elles ont moins besoin de ça. J'aimerais juste vous dire un tout petit peu, essayer de vous prouver un tout petit peu ce point-là. Quand quelqu'un il est vraiment heureux, quand il est joyeux, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il profite. Il ne va pas essayer de convaincre les autres qui profitent, puisqu'il est en train de profiter. Quand tu profites vraiment maintenant, je vous ai dit tout à l'heure, ne te concentre pas sur ton passé, sur ton plus que parfait, machin, concentre-toi sur ton présent. Quand tu kiffes ton présent, tu n'as pas besoin d'essayer de prouver à tout le monde, regardez comment j'ai kiffé, et moi et pas toi. Puisque tu kiffes en silence, et puis voilà. Quand quelqu'un il kiffe vraiment, il a besoin de prouver à personne qu'il kiffe. Quand quelqu'un il kiffe pas, alors il a besoin d'essayer de prouver aux autres qu'il kiffe pour que peut-être. Premièrement. Deuxièmement, combien de temps ça prend? Combien de temps les gens, ça leur passe? Il y a des gens parfois sur leur statut, toutes les 4 minutes 30, ils changent leur statut, mais c'est pas qu'ils en mettent un ou deux, genre la fiche du cours du Rav Cohen Arazi, là comme... Non, tu t'envoies 50, tu vois les petites fourmis là et tout, elles te présentent machin. Mais tu te demandes d'où elles trouvent ce temps-là. Et après, ces mêmes personnes-là, je les appelle parce que j'ai besoin de leur dire un truc urgent, elles ne répondent pas. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Au bout de 10 fois, bon, elles voient que j'ai quand même insisté. Alors là, elle me sort des lettres de l'alphabet, au hasard, je ne sais pas d'où elles m'ont sorti ces lettres-là. G, T, O, Q, P. Ben moi, je lui réponds R, C, T, M. Rachète tes votes, rentre chez ta mère. D'accord? Les gens, ils n'ont pas le temps. Quand les gens, ils kiffent vraiment, ils n'ont pas le temps. Pourquoi faire? Pourquoi faire, ils n'ont pas le temps? S'occuper des œuvres. Pour s'occuper de montrer aux autres, parce qu'ils sont en train de kiffer. Mais quand tu kiffes pas vraiment, donc t'as plein de temps. Bah oui, tu kiffes pas, t'es pas content de ce que tu as, t'es dans un vide total. Donc tu as bien besoin de remplir. Mais là, tu consacres du temps pour faire cette chose-là. Et ensuite, quand quelqu'un il kiffe vraiment, et ça vous l'avez tous ressenti, les moments où vous êtes pleine de bonheur, c'est quoi votre première envie? De partager, de donner aux autres. Quand tu kiffes vraiment, quand tu es vraiment bien dans ta peau, tout de suite, ah, comment je peux te rendre un service, t'es sûr que t'as pas besoin, ouais, non, mais quand même, t'essayes de faire quelque chose. Quand tu sens que tu es vide, bah, tu te préoccupes d'abord de toi, tu te préoccupes d'abord de te remplir toi-même. Les gens qui vraiment kiffent, ben, ils ne se posent pas la question comment je vais faire réagir les autres, ils se posent la question comment je vais aider les autres. Donc, encore une fois, je ne parle pas maintenant, je ne suis pas en train de dire que les gens ils sont méchants, parce que sinon, toute mon analyse, elle ne servirait strictement à rien. Je pars du fait que les gens ils sont pas méchants. Que quand les gens ils envoient dans leurs réseaux sociaux, regarde les super vacances que j'ai passées, c'est pas pour te faire baver, c'est pas ça leur but. Alors je me demande, alors pourquoi ils le font?
Pourquoi ils le font? Parce que malheureusement, ces gens-là, ils ont un certain vide. Imaginez par exemple que vous ayez un Rav qui vienne, qui vous fasse un cours, et tous ces cours, c'est toujours, c'est moi qui ai raison, et il n'y a que moi qui ai raison, et il n'y a que moi qui peux avoir raison, puisque de toute façon j'ai raison, donc l'autre a tort, puisque moi j'ai raison. Donc, il passe son temps à vous prouver qu'il a raison, et qu'il a raison, et qu'il a raison, et qu'il a raison, et qu'il a raison. Je ne parle pas qu'un jour il y a un psaque, et puis il raconte ce qui s'est passé. Il passe son temps à dire, s'il vous plaît, j'ai raison, dites que j'ai raison, regardez combien j'ai raison. Vous n'allez pas vous dire, il fait un peu de la peine celui-là? Vous n'allez pas vous dire? Vous allez dire, c'est bizarre. Même en français, on le dit. La culture, c'est comme la confiture. Moins tu en as, plus tu l'étales. Vous connaissez cette phrase? Donc, quand tu as toujours besoin de montrer que tu connais tout, et que tu sais tout, et que c'est toi le meilleur, et que... En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, s'il vous plaît, faites attention à moi. S'il vous plaît, acceptez que je suis là. S'il vous plaît, donnez-moi une place. J'ai besoin, s'il vous plaît. Acceptez que je suis là. Regardez-moi. Et c'est un peu ce qui se passe. Quand les gens ils sentent qu'ils ne sont pas assez regardés, ils vont essayer de faire en sorte qu'on fasse attention à eux. Comme cet homme-là qui roulait une fois en voiture, il a roulé le feu rouge, il y a une policière qui l'arrête. Il lui donne une amende. Il lui dit, mais dites-moi monsieur, vous n'avez pas vu le feu? Il dit, si madame, le feu je l'avais vu, c'est vous que je n'avais pas vu. Elle est passée inaperçue, la pauvre. Et les femmes policières, elles sont sévères. Hein, mais rien que pour ça, elle lui a doublé l'amende. En tous les cas, le principe, c'est que quand tu sens que tu n'existes pas, eh ben, tu as besoin. Par contre, les gens qui sentent qu'ils existent, les gens qui sont pleins, ils n'ont rien à prouver. La preuve, Be'aïch Moshe Arav Meod. C'était qui l'homme le plus grand de toute l'histoire peut-être? C'était Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'on dit de Moshe Rabbeinu? Il était modeste. Maintenant, les gens comme nous, enfin je parle de moi, hein, vous êtes plus intelligents que moi, mais les gens comme moi, ils disent, mais j'arrive pas à comprendre. Comment c'est possible? Le plus grand, c'est le plus modeste. Bizarre. Que tu me dises que bien qu'il était grand, il n'était pas trop orgueilleux, bon ok. Mais le plus grand, c'est le plus modeste, c'est un four à la four. Réponse, ouais, parce que nous, on ne sait pas c'est quoi la grandeur. Parce que nous, le jour où on sera comme Moshe Rabbeinu, on comprendra. Quand tu es plein, tu es rempli, tu kiffes ton lien avec Akadosh Baruch Hu, tu n'as rien besoin d'autre. Tu n'as pas besoin d'étaler, regardez ce que j'ai fait, regardez comment je suis grand, et j'étais capable de jeûner tant et tant de jours. Quand tu as besoin, tu n'as rien besoin du tout. Ok, ça c'était le premier point que je voulais vous dire. Vous avez une question? Oui. Comment on fait s'il y a des personnes qui ont besoin d'en parler aux autres pour concrétiser par exemple leur tchouva? Genre si elles prennent des choses sur elles, donc d'en parler, concrétiser la chose. Je vais arriver à ça, très bien. Ça c'est la question de Naomi la semaine dernière. Je vais y arriver, Bezrat Hashem. J'espère qu'on aura le mérite aujourd'hui d'y arriver. On va y arriver, Bezrat Hashem. Maintenant, j'arrive à quelque chose de très important. Et j'arrive à un sujet très épineux, qui est le sujet de la tsniout des femmes. Et j'ai pas peur que vous me jetiez des tomates dessus, parce que de toute façon je suis près de la sortie, donc s'il y a un problème, je m'en vais. J'ai pas peur que vous creviez les pneus de ma voiture, parce que j'ai pas de voiture. Donc je peux me permettre de parler de façon crue et vraie, et surtout sincère. Et vous savez que j'ai l'habitude de donner des cours à des femmes, qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui se confient à moi pour me poser leurs questions. Et donc ce que je vous dis, c'est pas un simple sentiment, c'est du vécu, c'est vrai. Maintenant, s'il y en a qui s'identifient à ça très bien, s'il y en a qui ne s'identifient pas, eh ben, réfléchissez à l'idée, et puis vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi aussi, c'est votre droit. On arrive maintenant à la question de ce qu'on appelle la tsniout, dans le sens où nous on l'entend, à savoir la tenue vestimentaire. Et attention, quand on parle de tsniout, on n'est pas en train de dire qu'il faut être mal habillé. Parce que je sais que les femmes, elles aiment bien la garde-nord, non, la garde-lion, non, la garde-robe. Elles aiment bien. Tu as le droit d'avoir une belle garde-robe, tu as le droit d'avoir des beaux habits, tu as le droit. Moi, je parle maintenant, quand je parle du manque de tsniout, on parle de façon de s'habiller, ou de façon de se parfumer, ou de façon de se maquiller, ou de façon d'être provocante, provocatrice. Ça veut dire, regardez-moi s'il vous plaît. Maintenant, c'est exactement la même chose que le premier manque de tsniout. Le premier manque de tsniout, on a dit, pourquoi j'ai besoin de montrer à tout le monde, s'il vous plaît, applaudissez-moi, s'il vous plaît, mettez-moi des likes, mettez-moi des j'aime. Pourquoi? Parce que j'ai besoin que tu me montres que ça va, que je vaux le coup. Et bien la tenue vestimentaire, c'est exactement la même chose. Il y a beaucoup de jeunes filles qui ont besoin d'être remarquées. Je ne parle pas simplement de l'effet de mode. Je parle de personnes qui ont vraiment besoin de s'habiller de façon provocatrice pour qu'on les regarde. Souvent, c'est des jeunes filles, et je vais vous le montrer, le prouver, souvent c'est des jeunes filles
qui sont un peu vides intérieurement, qui n'ont pas une suffisamment grande confiance en elles. Et ces personnes-là, elles ont presque l'impression qu'elles n'ont pas le droit à l'existence, qu'elles ne méritent pas d'exister, puis que de toute façon elles sont moches, et puis que de toute façon personne ne s'intéressera à elles, et jamais elles se marieront, et jamais, jamais, jamais. Elles vivent dans cet état d'esprit-là. Maintenant, leur seul moyen, en tous les cas ce qu'elles pensent, par erreur, c'est que leur seul moyen de se démarquer et de pouvoir attirer l'attention des gens, c'est d'être provocatrice. Parce que quand elle est provocatrice, les hommes, ils la regardent, en français on appelle ça ils la matent, et elle, puisqu'elle a été matée, ça veut dire que visiblement, ben, au moins j'ai quelque chose à apporter, au moins je suis belle, au moins j'intéresse quelqu'un. Et elle va s'amuser à compter le nombre de réussites qu'elle a par rapport au nombre de personnes qui l'ont matée. Et très souvent, elles vous diront, les jeunes filles, je parle des filles qui exagèrent, je ne parle pas des filles qui sont juste à la mode, je parle des filles qui exagèrent. Elles vont dire oui, c'est vrai, j'ai besoin d'attention, je ne reçois pas assez d'attention et je le fais. Je vous donne un exemple. Les femmes mariées. Quand tu as une femme mariée, en principe, elle est mariée, elle a un mari, elle peut tout faire de façon complètement permise. Une femme mariée, et ça c'est de l'avéré du 100%. Une femme mariée, dont le mari lui donne tout ce dont elle a besoin, toute l'affection dont elle a besoin, tous les compliments dont elle a besoin. Un mari qui est toujours là à lui offrir des cadeaux, qui est toujours là pour elle, qui est toujours là à la complimenter, à lui dire que c'est la plus belle. Cette femme-là, elle est protégée. Cette femme-là, même si elle travaille à un endroit où il y a des hommes et où machin, cette femme-là, elle est protégée. Cette femme-là, personne ne réussira, ni son patron, ni personne n'arrivera à la séduire. Par contre, une femme, mariée toujours, qui est sans arrêt en manque, parce que son mari passe son temps à lui dire que c'est un pou. Et une fois, il lui a dit, bon, mais t'es pas gentil, dis-moi au moins que je suis belle. Il dit, ok, poubelle. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Et d'un coup, il y a le patron ou le collègue qui lui dit, ouais, qu'est-ce que t'es belle. Mais attends, tu t'as conquis son cœur, là, t'as réussi à l'acheter. Toute sa vie, elle était en attente, donnez-moi un peu de cavole, donnez-moi un peu d'attention, s'il vous plaît, donnez-moi un peu d'attention. Et quelqu'un qui est capable de lui parler gentiment, ces femmes-là, elles sont très, très, très vulnérables. Très, très, très vulnérables. Maintenant, une femme, ou une jeune fille, ou ça peut même être une personne âgée, ça ne change strictement rien. Une personne qui s'habille de façon hyper provocatrice, ça veut dire, s'il vous plaît, faites attention à moi. Pas tout, hein, pas tout le monde. Il y en a qui font que pour la mode, ils ne se posent même pas de questions. C'est encore pire. En tous les cas, souvent ça veut dire, faites attention à moi, j'aimerais bien que vous me regardiez. S'il vous plaît, faites attention à moi. J'existe, je suis là. S'il vous plaît, regardez-moi. Je suis là, j'existe. Et le grand problème, c'est que ces filles-là, très très souvent, elles sont la proie de personnes mal intentionnées. J'ai déjà fait des cours sur ça, où j'ai parlé un petit peu de ce qui se passe en Israël, où il y a malheureusement beaucoup d'Arabes qui réussissent à prendre des jeunes filles vulnérables, des jeunes filles qui sont en manque d'attention, qui manquent de confiance en elles, et ils réussissent à les séduire, et ils réussissent ensuite à les faire venir chez eux, dans leur kfar, et ensuite, Hachem, je pense ce qu'ils leur font, c'est pas mon sujet maintenant, donc j'ai pas besoin de tout raconter, mais c'est quoi leur technique? C'est quoi leur technique à ces Arabes? Comment ils font? Je prends l'exemple des Arabes, il y a aussi des Juifs qui font ça, mais je prends l'exemple des Arabes. C'est quoi leur technique? C'est très simple. D'abord, ils repèrent les personnes qui sont fragiles. Comment tu repères une personne fragile? Une personne qui s'intéresse, regardez-moi, s'il vous plaît, regarde. Ah, tu m'as vu, ah d'accord. Une personne qui est comme ça se repère très facilement. C'est une personne qui est vulnérable. Les personnes qui sont vulnérables, c'est les personnes qui tombent le plus souvent dans ce genre de choses. Quand il y a des grandes affaires qui explosent, il y en a eu à Tzfat, il y en a eu dans plein d'endroits de femmes qui ont été abusées, qui se sont fait abuser, etc. C'est toujours des personnes faibles. Toutes les personnes qui sont bien, les personnes qui sont bien dans leur peau, dans leur tête, ben, ils ne vont pas commencer maintenant à aller faire des bêtises avec un tel ou avec un tel. Mais les personnes qui sont faibles intérieurement, et d'un coup il y a quelqu'un, et là écoutez bien, c'est quoi leur stratégie à ces gens-là? Ils ne vont pas leur dire simplement « t'es belle ». Ils vont dire « t'as un beau sourire », combien t'es intelligente, et j'aime bien tes petites fossettes, et j'aime bien tes trucs, et pas simplement « t'es belle ». Et là d'un coup la fille, bah, elle tombe dans le piège. Pourquoi? Parce que ce dont elle avait vraiment, vraiment, vraiment besoin, c'était d'attention et de rien d'autre. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. C'est quoi la vérité? Est-ce que c'est la vérité que ces jeunes filles-là, elles sont heureuses quand un homme il les a matées? Eh bien, je vais vous dire la vérité, non. Non, elles ne sont pas heureuses. Et il y a beaucoup de jeunes filles qui vont dire, moi je me sens humiliée. Il y a beaucoup de jeunes filles qui vont dire, lui il m'a regardé, mais il m'a pas juste regardé, il m'a regardé avec trop d'attention lui. Lui, j'ai envie de lui donner une claque. Attends, pourquoi tu t'es habillé comme ça? Tu ne te regardes pas? Tu voulais qu'on te regarde.
Pourquoi tu te sens pas bien? Il y a un problème là. Il y a un problème. Une femme, elle se met de façon à ce qu'elle sait très bien que les hommes, ils vont la regarder. S'ils la regardent un petit peu, bon, pourquoi pas. On la regarde trop, ça l'énerve. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez me dire, les femmes, elles sont compliquées. Un jour, il y a un homme qui a dit à sa femme, les femmes, elles sont compliquées, mais depuis le début de leur création, regarde, femme, ça s'écrit avec un E, ça se prononce A. Elle lui a dit, mais vous, les hommes, depuis le début de la création, vous ne servez à rien. Regarde, homme, ça s'écrit avec un H, on ne prononce pas. D'accord? Bon, on réglera le problème d'hommes et femmes après, mais en tous les cas, ce que je veux dire, c'est que la femme, elle est, comment on appelle ça? Elle se sent méprisée quand on la regarde. J'ai un ami qui m'a raconté, c'est un ami, une grosse tête, grosse lunette. Il m'a raconté qu'un jour, il était en train de discuter avec un collègue, qui lui aussi était grosse tête, et c'était un goy, le collègue. Il me raconte, il dit, on était tous les deux assis comme ça, en train de discuter, et puis d'un coup, il y a une fille qui est passée. Bon, elle était très mal habillée. Elle dit alors, mon ami, mais j'exagère pas. Donc on est en train de parler, donc il continue à parler, et puis il tourne sa tête, et puis la femme, et puis il continue. Heureusement qu'il y avait de la colle sur sa chaise, parce que sinon il se serait levé. Là. Alors il me dit, moi je me suis adressé à cet ami, je lui ai dit, mais dis-moi, t'as pas honte? Je te dis honte de quoi? Mais dis-moi, c'est une femme, c'est un être humain, c'est pas un objet, c'est pas... Ouais, t'as raison, j'aurais pas dû. Même un goy, il est capable de comprendre ça. Quand tu regardes une femme comme ça, c'est humiliant. Tu regardes une femme comme un objet, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme, quelle qu'elle soit, elle sait très bien qu'une femme, c'est pas un corps. C'est pas simplement un corps. Une femme, c'est un corps, mais c'est tellement d'autres choses. C'est une mentalité, c'est une façon de réfléchir, c'est des traits de caractère, c'est des midotes, c'est un vécu. Une femme comme un homme. Un être humain, c'est pas un corps. Un être humain, c'est beaucoup d'autres choses. Et ça, la femme, elle le sait, qu'elle n'est pas qu'un corps. Quand quelqu'un vient et qu'il regarde son corps et qu'il la mate, ben, elle comprend très bien que si on la mate, c'est qu'elle n'est pas brillante. Ouais, ça va avoir des grosses lunettes pour comprendre cette blague. D'accord? Si on la mate, c'est qu'elle n'est pas brillante. Si on la mate, si on la regarde tellement, ça veut dire que quoi? C'est-à-dire qu'on s'intéresse à son corps. Non, elle, ça la vexe. Pourquoi ça la vexe? Parce qu'intérieurement, elle sait qu'elle est beaucoup plus que ça. Parce que les femmes, elles savent très bien, au fond d'elles-mêmes, que quand un homme il vient et qu'il la regarde, alors qu'il ne la connaît ni d'Adam ni d'Ève, il ne la regarde pas pour son intelligence. Il ne la regarde pas pour ses bonnes midotes, pour le travail personnel qu'elle a fait sur elle. Non, il la regarde parce que c'est un corps. Il la regarde comme il regarderait un animal, s'il aime les animaux. Par contre, une fois, il y avait un père qui voulait éduquer son fils à la Shmirat HaEinaim, faire attention à ses yeux. Et c'était un homme très kitsoni, quoi, très radical. Alors il a dit, moi mon fils, jamais je le sortirai dans la rue, comme ça au moins c'est sûr qu'il ne verra jamais de fille. Jamais je le sors de la rue. Il a fait en sorte, il n'a jamais sorti de la rue, il avait 10 ans, 11 ans, 12 ans, 15 ans, 17 ans, 18 ans. Jamais il est sorti de la rue, il lui a enseigné la Torah à la maison, et tout. Un jour, le garçon il avait 18 ans, et puis il avait un problème de santé, il devait absolument aller faire un scanner. Le scanner on ne pouvait pas le faire ailleurs qu'à l'hôpital, le père il n'avait pas le choix, il a pris son fils dans la rue. Bon, le fils, comme un zombie, la première fois de sa vie, il sort dans la rue, et puis à un moment donné, il y a une femme comme ça très belle qui passe devant lui, il la regarde comme ça, il dit papa, c'est quoi ça? Alors son père lui dit, c'est une vache. Il dit, la vache! C'est une bombe atomique cette vache! Ok, il a bien réussi l'éducation de son fils à Shmirat HaEinaim, mais c'est un peu ça. Ça veut dire, quand tu regardes extérieurement, tu ne donnes pas d'importance à ses midotes, tu ne donnes pas d'importance à ses qualités, tu donnes d'importance qu'à son corps. On a une femme qui est une Neshama Tova, qui est une Neshama d'Akadosh Baruch Hu, ben ça la vexe. Pourquoi les femmes, quand on les regarde avec tellement d'insistance leur corps, une partie précise de leur corps, pourquoi ça les vexe? Pourquoi elles se sentent humiliées? Parce qu'elles comprennent que quoi? Que tu donnes l'importance que à mon corps, alors que moi je suis beaucoup plus que mon corps. Quand tu viens, que tu embrasses une fille, alors que tu la connais ni d'Adam ni d'Ève, ben elle se sent méprisée. Et d'ailleurs, comment on dit on m'a méprisé en hébreu? Bisou oti. Bisou oti. Ça veut dire que de croire que la femme, qu'un être humain d'une façon générale, ça s'arrête qu'à un corps, c'est quelque chose qui est très grave. Donc la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye de se mettre comme ça parce qu'elle manque un petit peu d'attention. D'accord?
Elle manque un peu d'attention, donc elle a besoin d'avoir de l'attention. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche désespérément à ce qu'on fasse attention à elle. Même quand on fait attention à elle, elle n'est pas contente. Elle n'est pas bien à l'intérieur d'elle-même, puisqu'elle sait qu'on donne l'importance qu'à des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas profondes. Mais plus que ça, la femme, elle sait très bien que quoi? Que son corps, que son beau corps, eh ben, au bout d'un moment, ça va disparaître. Elle est bien d'accord, la femme, elle sait qu'un jour, elle va vieillir, qu'elle sera moins belle. Une fois, il y avait une fille, elle cherchait un chidour, authentique. Alors, Chachanit, elle lui dit, bon, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, moi, je veux un chidour, vraiment, je veux un garçon et tout, peu importe, Farad, Ashkenaz, Thémani, Juif, Goy, moi, je veux une chose, que ce soit un archéologue. Alors, les gens, c'est la première fois de notre vie, avocat, machin, ok, quel archéologue? Elle dit, c'est très simple, moi, je veux que plus je vieillisse, plus lui s'intéresse à moi. D'accord? Donc, mais elle sait très bien à la femme qu'aujourd'hui je suis bien, je suis jolie, je suis belle, je suis tout. Ok, l'autre il m'a remarqué, mais elle sait très bien qu'elle plaît pour quelque chose qui finalement va s'abîmer, qui finalement va plus rester la même chose. Léa, c'est quoi 120 dents et 4 pattes? Un crocodile. C'est quoi 120 pieds et 4 dents? Une maison de retraite. D'accord? Alors, tu sais très bien qu'au bout d'un moment, tu n'auras plus de dents, tu n'auras plus rien. Et tu sais qu'on t'honore pour quelque chose qui, en fait, ne mérite pas. Ça, c'est le problème. Et je sais, quand j'étais en France, une fois pour ma dernière tournée, il y avait une fille très intelligente. Elle dit, moi, je sais pas, moi, aujourd'hui, on fait des shidduchim, on demande des photos. Je disais, mais attends, moi, je suis pas un catalogue Ikea. Qu'est-ce qu'on demande la photo, quoi? Genre, on va te choisir selon ta tête, selon comment tu es, et qui rapporte. Et c'était une fille très profonde, et j'étais d'accord avec elle. Je dis, mais oui, t'es pas un objet Ikea. Maintenant, regardez l'histoire. Vous êtes d'accord qu'il y a eu une révolution? Je ne sais pas en quelle année, ça ne m'intéresse pas, mais il y a une révolution qui s'appelle la femme objet. Vous avez entendu parler? Ça veut dire qu'au bout d'un moment, les gens ils ont dit, on exagère là. De se servir de la femme comme un objet de plaisir, comme un objet d'égoïsme, comme un objet. On exagère un peu. Le concept femme-objet, ça voulait dire arrêtez de regarder les femmes comme des objets. Regardez la bêtise de notre génération. Dans notre génération, quand on parle de femme-objet, c'est pour dire tout l'inverse. Vous allez nous laisser nous habiller comme on veut, c'est pas à vous de nous dire ce qu'on va faire, on n'est pas ici des ayatollahs, vous allez nous laisser faire. Ils ont pris cette dimension de femme-objet pour dire vous nous laissez faire ce qu'on veut. Tout l'inverse de l'inverse, à la four, le monde dans lequel on vit. En tout état de cause, ce que je voulais vous dire, c'est que la femme, donc encore une fois, une femme qui a trop besoin d'attention, c'est une femme qui n'a pas de lien avec elle-même, qui n'est pas capable de se dire elle-même qu'elle est jolie en se regardant dans la glace, qui a besoin que les autres lui disent que tu es jolie, que les autres la regardent, que les autres, c'est ce qui se passe. Et j'en reviens maintenant, et ça les comble pas, puisqu'elles savent qu'on leur donne un honneur pour quelque chose qui vaut rien, pour quelque chose qui n'est pas réel, pour quelque chose qui n'est pas moi, pour quelque chose qui est juste une carapace. Maintenant écoutez bien, c'est exactement la même chose à propos de la première dimension de la tzniut. On a dit quoi? On a dit à des gens, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils veulent montrer à tout le monde, regardez comment je suis riche, regardez comment j'ai passé des bonnes vacances, regardez comment je suis intelligent, regardez. Ces gens-là, on l'a dit, en général, pourquoi ils ont besoin de prouver aux autres qui sont heureux, qui sont bien, qui sont riches? Parce qu'ils sont très vides à l'intérieur, ils ont besoin de l'acceptation des autres, oui ou non? Bien fait. Est-ce que ces gens-là, ils se sentent remplis de ça? Ben non. Combien de fois vous allez entendre des riches qui vont dire ouais, je sais que tous les gens là ils viennent, ils sont hypocrites, ils viennent près de moi. Mais ouais, ils me considèrent comme un casse-pommade. Comment on dit en français? Distributeur automatique de billets. Ils me prennent pour un dab. Le problème c'est qu'en Ashkenaz, on ne dit pas dab, on dit daube. Oui, ils te prennent pour la daube. Oui, mais pourquoi? Pourquoi ils te prennent comme ça? Parce que c'est pas qu'ils t'apprécient vraiment pour ce que tu es, parce que toi t'es pas que de l'argent. Toi t'es un état d'esprit, toi t'es des midotes, toi t'as un comportement, t'as une famille. Oui? Mais toi, tu as voulu montrer à tout le monde, regardez comment je suis riche. Donc tous les gens, ils sont venus copains avec toi parce que tu es riche. Et toi, tu sais très bien que ta richesse, c'est rien par rapport à ce que tu es toi-même. Donc tu te sens être un daube. Tu te sens être un nul. Tu te sens être quelqu'un qu'on honore, mais qui n'a pas de vrais amis. Combien c'est triste quand quelqu'un il sent qu'il n'a pas de vrais amis, qu'il n'a que des amis intéressés. Et il sait aussi qu'un jour, il va peut-être devenir pauvre. Comme hélas, ça peut se produire. Et il sait que le jour où il va être pauvre, ses amis, ils vont le lâcher.
Mais moi, j'ai l'habitude de dire que un proche qui te lâche, c'est en fait un lâche qui était proche. Très joli. Et il faut les lunettes. D'accord, il faut les lunettes comme ça. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que, et ça, ils le savent, les gens. Donc, ils essayent de se remplir avec des choses dont ils savent eux-mêmes que ça leur donnera rien et que ça leur fera pas plaisir et que ça s'ajoutera rien. Un footballeur, il sait très bien qu'à 25 ans, 26 ans, 30 ans, ça y est, il va prendre la retraite. Combien de temps il va être une star? Même une star, il veut du cavode, il a, tout le monde l'applaudit. Combien de temps ça va durer? Vous savez très bien que Michael, il passe sa journée à ouvrir la porte. Pourquoi? Parce que Jackson. Donc lui, il croyait que c'était une star, maintenant il ouvre la porte. Il ouvre la porte toute la journée. Bref, tout ça pour vous dire que quoi? Que c'est ça le grand problème dans lequel on est. Vient la Torah Akdosha et elle essaye de nous donner une solution et une très bonne solution. On va essayer en 5 minutes de la dire, cette solution. Écoutez bien, la Torah, elle dit à tout juif et à toute juive, tu es un prince, tu es une princesse. Tout juif, c'est un Ben Melech. C'est pas simplement quelqu'un qui vit dans le monde d'Akadosh Baruch Hu. C'est un Ben Melech, c'est un prince. Les footballeurs aussi en France, ils se prennent pour des princes. Ils vont au parc des princes. Non, tu peux être au parc des princes, là où tu veux, tu n'es pas un prince. Le fils d'Akadosh Baruch Hu, lui, c'est un prince. C'est un véritable prince. Quand tu es un prince, tu comprends que quel que soit ton niveau économique, ton niveau intellectuel, tu es le fils d'Hachem, tu es important. En tant que fils d'Akadosh Baruch Hu, tu es important. Quand tu sais que tu es le fils d'Akadosh Baruch Hu, déjà en soi, tu es important, même si tu es dans ta chambre enfermée, et même si la caméra n'est pas sur toi, et même si les gens ils sont pas sans arrêt en train de te regarder, tu es le fils du roi. Fils du roi, il est important. Une histoire qui s'était produite, ça m'avait beaucoup apporté à moi cette histoire. Un élève m'avait téléphoné, il m'avait dit, écoutez Rav, j'ai une question bizarre à vous poser comme d'habitude. C'est vrai, il aimait bien lui poser des questions bizarres, je lui ai dit, je suis habitué, vas-y. Il me dit, regardez, je suis un Havrer, je savais, c'était un Havrer, qui au début était en Israël, après il était retourné en France. Il dit, je suis un Havrer, et j'ai besoin de faire un peu de sport. Est-ce que j'ai le droit d'aller en salle de sport? Évidemment, il y a des hommes et des femmes. Alors je lui dis, oui, ta question elle est bizarre, mais ce qui est encore plus bizarre, c'est que tu oses me la poser. Il me dit, non mais Rav, justement, je suis en train de me battre avec ma femme, parce que ma femme elle veut surtout pas que j'aille, et moi je veux aller. Je dis, mais c'est quoi la question? Tu vas faire avec à côté d'une femme qui est complètement déshabillée, tu vas rentrer dans les douches. Il me dit, mais non Rav, vous n'avez pas compris. Je dis, bah, peut-être, c'est quoi? Il me dit, c'est pas Stam, une salle de sport, une salle de chimie. Salle de sport. C'est une salle de sport dans le 16e. Ah, le 16e. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, c'est dans le 16e, ça change quoi? Tu payes plus cher, ça change quoi? Il me dit, ah non, dans le 16e, comme ça, on aura hasard, ma classe et tout, il y a d'abord écrit des panneaux. Attention, vous devez être avec une tenue décente. Et il y a des principes. Si là-bas une femme elle arrive en maillot de bain, il la vire tout de suite. Elle d'avoir casé. C'est obligé que tout le corps soit recouvert et que, je ne sais pas exactement selon quel principe, est-ce que c'est selon Méhacharim ou Bnei-Brak, mais il y a quand même un certain nombre de lois. Il me dit donc du coup, de quoi vous avez peur? Il me dit, dans les douches, il y a des douches pour les hommes, des douches pour les femmes. Oh, c'est classe! Elle est dans le 16e là-bas. Et la leçon qu'il m'a donnée, c'est que les juifs, les goyim du 16e, ils viennent nous donner une leçon. Quelle leçon ils nous donnent? Que quand tu es classe, quand tu te respectes, quand tu es digne, eh ben, tu ne montes pas ta peau à tout le monde, tu ne montes pas ton corps à tout le monde, tu ne montes pas. Ça veut dire que les gens, ça, ils le comprennent. Et la reine d'Angleterre, c'était la preuve qu'elle était habillée de façon très pudique, à nouveau, je ne sais pas selon quels critères, mais en tous les cas, elle ne se promenait pas en maillot de bain dehors. Pourquoi? Parce qu'elle savait que c'était une femme importante. Et aujourd'hui, dans beaucoup de lieux de travail, même chez les goïms, ils vous diront, écoutez, la secrétaire, là, elle est habillée comme on ne sait pas quoi. Non, ça abîme l'image de notre boîte, ça abîme l'image. Les hôtesses de l'air, vous les voyez, elles sont quand même pas mal habillées. Ça veut dire que tu comprends que quand tu es quelqu'un d'important et quand tu veux représenter quelque chose d'important, tu dois être classe. Nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et en tant qu'enfants d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, on doit être important. Donc, la Torah, elle vient aussi et elle nous dit que le juif, c'est pas un corps simplement, c'est une âme. Et l'âme et le corps, c'est deux choses différentes. Je sais qu'il y a beaucoup de mazganim aujourd'hui de la marque âme-corps, mais ça va pas ensemble, âme et corps. L'âme, c'est beaucoup supérieur au corps. Et le juif, lui, il sait que sa vie, c'est son âme. Maintenant, son âme, plus ça va,
plus elle s'élève. C'est pas comme le corps, plus ça va, moins ça va. L'âme, plus ça va, plus il s'élève. Donc l'homme, il sait très bien que ce pourquoi il investit, ça va rester, ça va durer. Ça, c'est quelque chose que la Torah nous donne. Donc quand la Torah, elle dit aux Juifs, Kol kvuda bat melech penima, le kavod de la femme, c'est d'être à l'intérieur. Il y en a qui disent, ouais, on n'a pas le droit, comme si on était inférieur, comme si. Quel rapport? Au contraire. Comme tu es important, ton kavod, il est en tant que. On n'a même pas besoin de te regarder pour savoir que tu es importante. Tu es la fille d'Akadosh Baruch Hu, tu es importante. Dans toute notre vie, Bezrat Hashem, si on veut vivre une vie de Torah, il faut vivre une vie dans laquelle on comprend que l'essentiel, c'est notre monde intérieur, notre lien à Akadosh Baruch Hu. La Torah, elle te dit, vis avec tsniout. Ne montre pas à tout le monde ce que tu fais. Sois joyeux toi-même de ce que tu fais. Et si tu vois que tu n'es pas joyeux de ce que tu fais, au lieu d'étaler, cherche à comprendre pourquoi tu n'es pas joyeux. Peut-être que tu n'es pas assez proche d'Hachem, peut-être que tu n'es pas assez proche de toi-même, peut-être que tu souffres de certains problèmes qui font que tu n'arrives pas à être connecté à toi-même. Et s'il n'y a pas d'autres, parce que si toi tu décides de ne pas envoyer tes photos au monde entier, eh ben, il faut que tu fasses face à ta vie, à toi. Et là, tu commences à réfléchir, tu commences à t'introspecter, tu commences à te demander où tu en es. Et ça, c'est ce que la Torah, entre autres, elle a à nous apporter. Une vie proche de Akadosh Baruch Hu, dans laquelle je sais que je suis important, parce que je suis proche d'Akadosh Baruch Hu, et quelles que soient les avérotes que j'ai pu commettre, quel que soit mon niveau, je suis proche d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est une vie dans laquelle on avance. Et les gens qui vivent comme ça, eh ben, eux d'abord, ils ont des vrais amis. Ils sont des vrais amis. Ils ne sont pas des amis qui sont intéressés parce que t'as. Non, je t'ai rien montré, moi. Tu me dis que je suis intelligent, non, c'est vrai, je suis pas intelligent. La preuve, je suis ton ami. Tu crois que. Vous comprenez? C'est pas parce que c'est parce que je suis, s'ils sont là. La différence. Encore une fois, attendez, j'ai la lunettes comme ça. Non, c'est pas par le avoir, pour le coup. C'est pour l'être. C'est ça, exactement. Ouais, exactement. Ça veut dire que quand quelqu'un il vit dans cet état d'esprit-là, ses amis, c'est des vrais amis. Et ils savent que leurs amis restent toujours leurs amis, même si un jour ils deviennent pauvres, même si un jour ils deviennent paralysés, même si un jour ils perdent un petit peu quelques facultés. Parce que c'est des amis de vérité. Parce qu'ils ont cherché à construire des choses de vérité. Et ces personnes-là, c'est de la vérité. Une fois, il y a une fille qui m'a dit, et je m'arrêterai sur ça, on a encore 2 minutes. Une fois, il y a une fille qui m'a dit, non, ils m'ont pas jeté de tomates dessus, j'en profite. Une fois, il y a une fille qui m'a dit, écoutez, Rav, une jeune fille qui était en âge de se marier, elle me dit, écoutez, Rav, voilà, moi, on me parle beaucoup de tsniout, je peux pas m'habiller de façon pas provocatrice. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, parce que je veux me marier. Si je ne m'habille pas de façon provocatrice, je ne me marierai pas, personne ne fera attention à moi, je ne pourrai pas me marier. Alors j'ai dit à cette fille-là, écoutez, je suis désolé de vous dire, mais oi va voy. Si vous vous mariez avec quelqu'un qui s'est marié avec vous uniquement parce que vous étiez provocatrice. Et j'ai essayé de lui expliquer. Ça veut dire quoi? Un homme qui se marie avec une fille que parce qu'elle est provocatrice, et si elle n'avait pas été provocatrice, elle n'aurait pas fait attention à elle. Et je lui ai dit que malheureusement, dans ce genre de couple, ça finit très mal. Ça finit très mal. Pourquoi ça finit très mal? Il y a un couple auquel on a demandé comment ça va vous, votre couple? Il dit, ah, c'est comme le coca. Quel coca? Il dit, bah ouais, au début c'était normal, après c'est devenu diet, aujourd'hui c'est 0. Mais c'est ça, si tu te maries avec quelqu'un qui se marie avec toi que parce que tu es belle, mais attends, aujourd'hui tu as 20 ans, demain tu auras 60 ans, après-demain tu auras 90 ans, il ne s'intéressera plus à toi. Attention, avec qui tu te maries, et même quand tu es encore belle, il va s'habituer. Et puis après, il voudra quelque chose d'autre. Donc c'est très 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 important. Et cette fille-là, je lui ai dit, si vraiment vous vous habillez comme ça, et que vous mariez avec quelqu'un qui ne serait pas marié avec vous sans ça, je vous conseille à vos fiançailles d'amener de la baguette. Elle me dit, pourquoi de la baguette? Je dis, ben, vous annoncez les prochaines étapes. Là, c'est les fiançailles, après c'est la bague, et ensuite c'est le guette. Vous allez me dire, c'est méchant, mais j'ai essayé de la remettre face à ses réalités, qu'elle comprenne que c'est pas comme ça. On ne peut pas se marier avec quelqu'un qui ne voit en nous que quelque chose de pas beau et de pas normal. Donc Bezrat Hashem, quand on vivra avec cette dimension de la tsniout, eh ben, on pourra, Bezrat Hashem, être connecté à nous-mêmes, être connecté à Hashem, prendre conscience de notre grandeur, être revalorisé par le fait que bien que je suis tsniout, je suis important, et que parce que je suis important, je suis tsniout, et que ça va ensemble, et que moi, mon corps, c'est quelque chose de pas le plus important. Le plus important, c'est ma neshama. Le plus important, c'est ma Torah. C'est mon kesher à Kadosh Baruch Hu. Et quand on vient accomplir des mitzvot, c'est exactement la même chose. Si quand j'accomplis une mitzvah, j'ai besoin de dire à tout le monde que j'accomplis une mitzvah, c'est un peu comme si ça ne me suffisait pas que Hachem voit mon accomplissement de mitzvah et qu'il en est fier. C'est qu'il y a un problème. Parce que si Dieu,
Si Dieu il voit qu'il est heureux de ta mitzvah, pour toi c'est pas suffisant, pour toi la mitzvah elle n'a de sens que si tu racontes à tout le monde regardez ma mitzvah, c'est que tu as un problème, c'est que tu confonds les autres avec Dieu. Et quand on confond les autres avec Dieu, c'est un grand problème et ça nous a fait beaucoup de mal. Certaines religions dans lesquelles ils ont confondu l'homme avec Dieu, c'est un grand problème. Donc Bezrat Hashem, je souhaite que l'idée soit claire. On n'a pas encore répondu à la question de Naomi et de Shana. Bezrat Hashem la prochaine fois, parce que vous posez une très très bonne question. Vous dites, mais pourtant il y a des fois où il faut un petit peu dire qu'on a fait des mitzvot pour entraîner les autres. Vous posez une très très bonne question. Le show d'Ivré Malkiel il pose votre question, on n'a pas eu le temps aujourd'hui d'en parler. La prochaine fois, Bezrat Hashem, qu'on parlera de Tzniut, bientôt le prochain cours Bezrat Hashem, on parlera de ça. Et on approfondira un petit peu le sujet. Mais en tous les cas, la meilleure vie qu'on puisse vivre, c'est une vie dans laquelle on est proche de soi et proche de Akadosh Baruch Hu. Le fait de ne pas s'étendre et de ne pas étaler, ça montre une richesse intérieure, une complaisance intérieure qui est bonne et qui est saine. Bezrat Hashem qu'on ait le mérite. Merci de votre attention.